Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. On va tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On démarre donc par le quotidien Émergence qui met en sa une crise anglophone, droits de l'homme, les mensonges du gouvernement devant les Nations Unies. Le jeune Bélam Bella, représentant du président Biya à l'Assemblée générale de l'ONU, a délivré des contre-vérités, écrit le journal en indiquant notamment que la paix revient progressivement au nord-ouest et au sud-ouest. À la une du quotidien Le Jour, il parle du nord-ouest et du sud-ouest. 1er octobre sous haute tension. Le journal rappelle que chaque 1er octobre, donc, la Southern Cameroun manifeste réclamant son indépendance, qui devrait être encore compliquée dans un contexte de crise anglophone. Toujours en une du quotidien, Le Jour, qui parle cette fois-là de Maurice Kamto. En attendant l'assaut final, la tension est vive, la guerre des nerfs se poursuit, écrit le journal. Quotidien Mutation parle de points chauds des élections régionales, des élections régionales antiagonales. Le journal fait le revue des circonscriptions où l'issue de la bataille est bien incertaine. Le journal parle aussi d'Hubert Kamgen. Hubert Kamgen, un panafricaniste, s'éteint. Son combat, c'était l'éradication du franc CFA et il a rendu l'âme hier. Le quotidien Le Messager met en sa une contentieux. Mbombo Njoya et la République fait cafoute au mépris de l'application de la sentence du tribunal arbitral du sport en faveur de la Ligue de football professionnel du Cameroun et New Star. L'instance fêtière du football camerounais défie l'autorité du ministre des Sports, qui a d'ailleurs tenté de mettre sur pied un groupe de travail ministériel pour essayer de réconcilier les deux parties. Entre-temps, les championnats sont dans l'arrêt. La préoccupation est donc ailleurs. Le journal Diapason parle de grand dialogue national, réalité un an après. La grande messe s'est tenue au palais des congrès de Yaoundé le 30 septembre au 4 octobre 2019. Depuis cette date à ce jour, des faits et non-dits ont laissé des marques dont votre journal fait le bilan. En tout cas, c'est à découvrir dans les colonnes du journal Diapason. Le quotidien Cameroun Tribune qui parle aussi du grand dialogue national, du grand dialogue national, de nombreuses avancées enregistrées, promulgation de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées, accordant un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, promulgation de la loi portant promotion des langues officielles, adoption du plan présidentiel de reconstruction des deux régions, convocation des collèges électoraux en vue d'élection des conseillers régionaux, libération du nombre de détenus sont entre autres des résultats enregistrés depuis la fin des travaux le 4 octobre 2019. Le journal vous invite donc à lire son focus de la page 6 à la page 12. On finit donc avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une barreau du Cameroun quand les avocats sont coincés entre violations systématiques des droits les plus élémentaires de leurs clients et les obstacles infranchissables que les éléments de force de l'ordre et la justice ne cessent d'opposer. Le rôle de l'avocat semble désormais facultatif dans le système judiciaire, notamment en matière de défense des droits de l'homme. Un malheur, indique le journal, pour un état de droit. Voilà pour ce qui est donc de la revue de presse, de la revue des journaux parus en kiosque, quelques journaux parus en kiosque ce matin. Place à présent avec nos invités du jeudi que vous connaissez déjà très bien. Camille Nélé, le doyen de la presse, il est déjà là. Bonjour Camille, bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Jean-Paul Julien, bonjour et bon retour des congés. Je suppose que vous êtes très bien reposé et vous nous avez manqué ici pendant les quelques jours. Ah, c'est difficile de se reposer lorsqu'on est enseignant ou journaliste. Bien entendu, enseignant et même journaliste tout court, parce qu'un journaliste ne se repose jamais. Voilà. Bonjour Guillaume Fondon, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Moi, le fait qui m'a marqué, continue à marquer et qui me marque depuis longtemps, c'est cette espèce d'entêtement de l'Église catholique à toujours souffler sur les braises et à dire que rien n'est fait dans le sud-ouest et le nord-ouest, rien n'est fait à prendre position dans une histoire où cette congrégation devrait plutôt tenir compte de la réalité du Cameroun. Et la réalité du Cameroun, c'est quoi? La réalité du Cameroun, ce n'est pas seulement la guerre civile qu'il y a au nord-ouest, où des Camerounais ont pris des armes contre le Cameroun, mais il y a aussi deux autres guerres asymétriques aussi qui se passent au Cameroun en même temps.
la guerre qui se passe dans l'Adamawa, qui est très très grave. C'est un nouveau front. Hein, ce n'est pas un nouveau front, c'est un front qui est là depuis très longtemps et qui perdure. Venant des assaillants venant du Nigeria. Non, de Centrafrique et de bandes armées. Parce qu'il y a aussi le Faro, il y a aussi le département du Faro et des... C'est à cause de donc que c'est des groupes armés qui attaquent le Cameroun, qui attaquent les villageois, qui pillent les populations, qui kidnappent les populations, qui exigent des rançons, qui volent le bétail et qui créent des villages qui sont complètement désertés. Il y a de l'autre côté, le Boko Haram, du côté de l'extrême nord, où le même phénomène, où des gens venus du Nigeria attaquent le Cameroun tous les jours, brûlent des villages, égorgent des gens, emportent des bétails et font que les gens désertent leur village. Ces trois crises, le Cameroun les gère en même temps. Il n'y a pas que le Nozo, mais il y a ces deux autres crises qui sont d'une gravité extrême. Mais j'ai l'impression que les gens seulement les yeux tournent vers le Nozo uniquement, alors que le Cameroun vit un triple drame guerrier et sécuritaire. Moi, je pense qu'il faut que les uns et les autres comprennent que gérer un pays, ce n'est pas seulement aboyer, mais seulement tenir compte des réalités qui sont sur le terrain. Et ces réalités font que le Cameroun aujourd'hui s'épuise dans la tentative du maintien de la paix ou bien de la sécurisation des personnes et des biens dans trois grands blocs dans ce pays aujourd'hui. On y reviendra d'ailleurs, Camille. Les Guerre Fongan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Vous avez décidé de casser un peu le temps aujourd'hui là. Oui. En fin de semaine, il faut baisser la pression. Il faut baisser un peu la pression. Donc, bonjour Jean-Paul et bonjour aux nombreuses populations et aux sympathiques populations de Banga qui prennent du plaisir à regarder la revue des unes qualitatives qui paraissent au Cameroun, au 237. Peut-être qu'il faut commencer par dire que j'ai été... je me suis réjoui de la nomination d'Alexis Oué comme directeur de la communication à la Confédération africaine de football. Voilà, donc notre Camerounais, le très esthète et sémillant Alexis Oué qui va occuper cette fonction-là. On est très heureux pour lui. C'est notre challenge. Voilà, et on est très heureux pour le Cameroun. Non, moi j'ai été davantage marqué par ces jours-ci. Par une espèce de solidarité agissante qu'il y a autour des partis politiques après ce que subit le MRC. Je pense à la sortie de l'honorable Jean-Michel Nitieux qui s'indignait de ce que le professeur Maurice Kamto est séquestré chez lui depuis plusieurs jours. Donc il appelait d'ailleurs à la fin de cette séquestration-là qu'on puisse le libérer. Donc il y a le CPP également qui est monté au créneau. Je pense qu'il est important qu'on ait une opposition qui de plus en plus fasse chorus sur des problématiques d'intérêt général. Donc je vais saluer cette approche-là, ce type d'opposition, l'opposition telle qu'on voudrait l'avoir, telle qu'on souhaiterait l'avoir pour inverser le rapport de force et faire bouger les lignes. Donc il est plus qu'urgent aujourd'hui que les Camerounais se ressaisissent et que on a l'impression que les Camerounais ont perdu leur capacité d'indignation. Et ce type d'attitude, de réaction, de mobilisation nous reconforte dans l'idée selon laquelle tous les Camerounais n'ont pas perdu leur capacité d'indignation et qu'il est totalement irrationnel qu'un individu soit séquestré chez lui seulement parce qu'il a demandé au départ du président, alors que on va pas... vous êtes sans ignorer que par exemple aujourd'hui en Guinée, l'opposition s'est mobilisée pour dire non à Alpha Condé. Aux États-Unis, on a dit non à Donald Trump, personne n'a été interpellé pour ça. Donc c'est bien qu'il y ait cet esprit de corps autour de ce type de mouvement fédérateur et qu'il y ait cette solidarité agissante de l'opposition. Guillaume Fonga, vous parlez du manque d'indignation des Camerounais. On voit souvent, lorsqu'il y a un accident de la circulation, le porter secours. Ils prennent des photos pour mettre sur Facebook. Non, ils ont perdu pour la plupart leur capacité d'indignation. Voilà, Camille Nélé, entrons avec cette une de quotidien et émergence. Évidemment, ça a un trait avec le grand dialogue national dont le ministre des Relations extérieures, le jeune Bélan Béla, parlant au nom du président de la République à la tribune des Nations Unies, a indiqué qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées pour un retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le quotidien émergent trouve que ce sont des contre-vérités. Il y a la Bamenda Provincial Ecclesiastic Conference qui a fait aussi une sortie pour appeler à la libération de tous les détenus de la crise anglophone, exiger un cessez-le-feu. Camille, au bout d'un an de ce dialogue, est-ce que, selon vous,
Que peut-on retenir de ce qui a été fait et qui n'a pas été fait? Je pense que la question est pertinente. Au bout d'un an, un an après le grand dialogue national, effectivement, beaucoup, au lendemain de cette grande messe nationale, beaucoup se seraient attendus à ce que les choses aillent très vite. Et malheureusement, les choses vont à une vitesse qui ne semble pas satisfaire beaucoup. Mais ce qui ne veut pas dire que rien n'est fait. Ce qui ne veut pas dire que beaucoup de démarches ne sont pas faites aussi bien dans l'ombre que de façon pertinente pour que les choses puissent avancer. Notamment, vous avez vu par exemple toutes les avancées qui ont été faites au niveau de la création des DDR. Vous avez vu tout ce qui a été fait. Il y a même une tentative, celle-là, qui voulait se passer discrètement entre le gouvernement et celui qui a déclenché cette guerre. Mais vous avez vu la levée de boucliers venant et de la brousse où les maquisards sont, et venant même des États-Unis, où les animateurs de cette guerre sont, pour dire que c'est pas celui-là n'a aucune... Il n'est pas représentatif. Alors, moi je dis donc qu'en réalité, cette question est importante parce que le gouvernement aurait dû aller beaucoup plus vite. Le gouvernement aurait dû aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire que essayer de... Il y a quand même 90 milliards qui a été mis à disposition pour la reconstruction aussi. Effectivement, il y a la construction, il y a la reconstruction du Nozo. Et n'oubliez pas ce que cette guerre coûte chaque jour à l'État du Cameroun. Je dis chaque jour. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de milliards. Alors, quand des gens réclament le cessez-le-feu, c'est comme s'il y avait deux parties identifiées et homogènes, bien connus, à qui on peut demander, bon, arrêtez, arrêtez. Non, on ne peut pas. C'est-à-dire, ce qui se passe dans le Nozo aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique. Asymétrique où l'ennemi en face, vous ne le connaissez même pas. Et donc l'ennemi vient de sortir d'un village où c'était planqué, il sort, il vous attaque et disparaît. Donc, ce qui veut dire que qu'on cesse un peu de faire croire que déclamer le cessez-le-feu va se faire en un tour de cuillère à peau. Non, en réalité, je ne pense pas que le Cameroun souhaite que cette guerre continue. Cette guerre continue, cette guerre l'épuise financièrement, cette guerre l'épuise en hommes, cette guerre l'épuise sur le plan économique par rapport à ces régions qui sont complètement sinistrées économiquement. Est-ce que, Camille, est-ce que cet appel des hommes d'église, est-ce que ce n'est pas du fait qu'eux, ils y sont tous les jours? Peut-être que l'atrocité de ce qu'ils voient ne peut être compréhensible que pour celui qui vit là-bas, en dehors, que toute autre personne qui vit hors du nord-ouest et du sud-ouest. C'est bien beau que les hommes d'église constatent que la paix n'est pas revenue. C'est bien que les hommes d'église exigent le cessez-le-feu. C'est bien que les hommes d'église exigent qu'il y ait certainement un dialogue. Mais seulement, ce serait encore mieux si les hommes d'église étaient capables de condamner aussi, de façon bruyante et audible, les massacres qui sont faits sur les populations, sur les soldats et sur les... Ils l'ont fait d'ailleurs dans leur sortie du 25 septembre. Oui, mais le 25 septembre, mais avant le 25 septembre. Vous savez combien de femmes et de personnes qui ont été assassinées de manière violente de vision? Non, moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait seulement une indignation sélective. Est-ce que ce n'est pas par peur aussi? On se rappelle aussi qu'il y a des hommes d'église qui ont été enlevés, torturés. Est-ce que ce n'est pas par peur? Oui, est-ce que ce n'est pas par peur de... Donc les hommes d'église ont peur de se faire tuer par les ambassadeurs. C'est pour ça qu'ils ne dénoncent pas ce qu'ils font. Non, attendez, Jean-Claude, soyons sérieux. En dénonçant, ça résoudrait le problème, Camille? En dénonçant, ça permettrait au monde entier de comprendre que l'église s'émeut de ces crimes. Et ça, c'est tout à fait normal. Ce qui se passe n'est pas un film. Ce qui se passe, ce n'est pas seulement une histoire, on va dire aux gens, attendez, venez, arrêtez ça. Non. C'est-à-dire que la guerre asymétrique qui est au nord-ouest, pour qu'il y ait un cessez-le-feu tel que les gens le souhaitent et tel que tout le monde le souhaite, une implication de tous. Il faudrait une bonne forme de tous. Il faudrait un engagement de tous. Et cet engagement, ça ne devrait pas seulement être du côté du gouvernement. Le gouvernement, lui, ce n'est pas lui qui déclenche la guerre, ce n'est pas lui qui va attaquer les gens. C'est les gens des gens sortis de brousse et planqués qui attaquent les gens, qui brûlent. Au nom de quoi? Au nom d'un pays qu'ils veulent être à eux. Alors, vous pensez donc que le gouvernement, lui, quel est le gouvernement qui est disposé un jour à lâcher une partie de son pays en disant que bon, ok, prenez votre pays, foutez le camp? Non, moi je pense que l'histoire de la guerre de Nozo, il faut arrêter de la caricaturer. Il faut la regarder dans sa réalité spatiale, dans sa réalité réelle, dans sa réalité profonde, pour comprendre que ce qui est beaucoup plus profond que ça. Donc, c'est le cas avec l'interminable conflit au Sahraoui occidental. Voilà, je pense donc que les hommes d'église ont certainement raison d'estimer que les choses ne s'arrangent toujours pas. Mais seulement, leur manière, leur façon de dénoncer, je pense qu'elle est un peu... Elle est molle. Voilà. Guy Hervé Fongan, le 1er octobre, c'est tout proche. Ouais. Et le quotidien Le Jour qui parle d'un 1er octobre
sous très haute tension dans un climat de la crise anglophone. Il y a par exemple ce plan présidentiel, ce plan de reconstruction, 90 milliards, depuis que le coordonnateur national de ce programme a fait un tour au nord-ouest et au sud-ouest. Jusqu'ici, rien. Est-ce que ce n'est pas un indicateur qui montre quand même que le gouvernement a de la peine à déployer ce plan sur le terrain, au regard des hostilités sur le terrain? Bah, c'est une vérité de la palisse. Et dire que le 1er octobre est sous haute tension, ce n'est pas une vue de l'esprit. Tout à l'heure, en montant ici, on a bien vu qu'il y a un dispositif de sécurité assez particulier. La pression était un peu descendue ces deux derniers jours, mais depuis ce matin, d'ailleurs, c'est des gens que j'ai croisés au couloir qui m'interpellaient pour savoir ce qui se passe, si la marche a recommencé. C'est pas parce qu'ils ont observé dans la rue, pas très loin de nous. Pourtant, c'est lié au 1er octobre. Voilà, un dispositif de sécurité particulier. Donc, ça veut dire que la tension n'est pas simplement une vue de l'esprit. Mais je voulais quand même ouvrir une parenthèse que je vais rapidement fermer pour dire que on ne cesse pas d'être un homme parce qu'on est un religieux ou un prêtre. Voyez-vous, on a ces états d'âme et ces sentiments. On a ces états d'âme, donc on peut même avoir peur de la mort. C'est tout à fait compréhensible. Même Jésus, sur la croix, à un moment donné, a demandé à son Père pourquoi est-ce qu'il a abandonné. Ça veut dire que on a laissé subir un pareil châtiment. Voilà. Alors que vous savez qu'il était venu pour mourir. Voilà. Donc, parce que Jésus était venu pour mourir. Même si la croix a eu des remords. Non, on a beau être un prêtre, mais on a le droit d'avoir peur de la mort. C'est humain. Face à la mort, on transpire. Voilà, face à la mort, on transpire. Donc, il est fait compréhensible que ces prêtres-là aussi, et du moins la dénoncer, les engagements qui sont autour de... Parce qu'ils n'ont aucune garantie qu'ils seront... Ils ne peuvent pas bien effectuer la mission pastorale. Non seulement la mission pastorale, mais qu'ils seront protégés et sécurisés. Parce qu'on a vu des prêtres tués de manière banale et atroce dans ces régions-là sans que justice ne soit forcément rendue. Donc, c'est normal qu'ils se ressaisissent et qu'ils aient peur. Et pour revenir à ce qui se passe dans le Nozo, je veux dire que ceux qui s'attendaient à ce que un miracle s'opère sont ceux qui ont un regard... le grand dialogue national sont ceux-là qui ont un regard angélique sur la situation de notre pays. Parce que les gens ont la mémoire sélective ou alors sont volontairement amnésiques. Souvenez-vous dans quel contexte le grand dialogue national avait été convoqué. Le Cameroun devait participer au Conseil de sécurité et il y avait une pression à ce moment-là très intense des Nations Unies qui exigeait que les Camerounais se parlent. Les gens oublient toujours ce paramètre-là. Et donc, rapidement, ça a été fait à la va-vite. Oui, la preuve. Un an plus tard, on n'est pas sorti de l'auberge. On voit bien que, au contraire, les choses vont de mal en pis. Ça veut dire que cette précipitation n'était pas de nature à ramener la sérénité. Il y avait par exemple, un préalable essentiel qui avait été demandé par beaucoup d'entre nous, une sorte d'amnistie pour ceux qui allaient participer au grand dialogue. Parce que tous les turiférés du régime qui prennent la parole sur le sujet semblent connaître quels sont les véritables interlocuteurs. Cela n'était pas au grand dialogue, pour la plupart n'étaient pas présents, parce qu'en venant ici, ils n'avaient aucune garantie qu'ils allaient repartir. Et donc, un des préalables qui avait été posé à l'époque, c'était avec exiger ces préalables. Oui, ces préalables-là qui n'ont jamais été accordés et ils ne sont pas venus. Et donc, du coup, les données étaient faussées. Voilà, et on voit bien qu'au fil des jours, les choses vont de mal en pis. Les gens continuent d'être assassinés, égorgés de manière spectaculaire. Ça veut dire que ces préalables avaient des raisons d'être. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on aurait dû sortir de ce grand dialogue avec des recommandations avec exécution immédiate. On a fait des propositions qui sont allées rester dans un tiroir à la primature. Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut vous dire avec exactitude ce qu'on met dans le statut spécial accordé aux Nozo. Ça ressemble à un contenant sans contenu. Or, c'est des choses qui auraient permis d'apprécier le sérieux et la détermination du régime à vouloir accélérer la mise en un retour à la paix. Mais on voit bien que c'est... On a l'impression que jusqu'ici on fait encore la navigation à vue et ce n'est pas de nature à rassurer les populations. Ça fait 3 ans que ça a commencé et on est en train d'embrayer sur la quatrième année. On n'a pas l'impression qu'on est en train de sortir de l'auberge. Camille Nélé, pour parler de certaines dispositions, certaines résolutions du Grand Dialogue National, on avait parlé de la mise en place de la House of Chiefs, on a parlé des élections régionales. Est-ce que ces deux facteurs-là
puisqu'il reste à accomplir. Est-ce que ces deux facteurs-là peuvent véritablement calmer les populations du nord-ouest et du sud-ouest? On ne sait pas si la House of Chiefs pourra effectivement ramener les populations qui sont en réalité, qui vivent dans une terreur constante. Ils savent très bien que les chefs veulent bien la paix dans les villages, mais les chefs eux-mêmes ont peur. Les chefs eux-mêmes ne sont pas tellement en sécurité. Les chefs sont les hommes. Le ministre de l'administration territoriale avait fait accompagner un certain nombre, on avait présenté à la télé. Il est même en train d'encourager les chefs à rentrer dans leur village. Mais seulement, le problème est que dans leur village, les populations sont prises entre trois feux. Le premier feu... Si elles en existent, oui. Pour ces villages où il y en a encore. Tous ne sont pas complètement déserts. Mais ils ont peur, de se faire tuer, tout simplement parce qu'ils ne sont pas sympathisants. Ou ils ne les aident pas. Parce qu'ils marchent avec le Minat. Voilà. Ils ne sont pas sûrs que le seul fait de rester neutre va convaincre les autres qui sont neutres. Ils savent très bien qu'ils sont aussi sous la menace des forces de l'ordre qui savent très bien que dans les populations, au milieu de ces populations qui ont peur et qui rechignent même à dénoncer les terroristes qui se passent parmi eux. C'est-à-dire que la situation est vraiment complexe de ce côté-là. Mais pour parler de la décentralisation va en droit ligne dans cette grande démarche de décentralisation qui va permettre à chaque région de pouvoir s'administrer à travers ses propres valeurs régionales. Les plus modérés exigent le fédéralisme, Camille. Les plus modérés exigent le fédéralisme. Mais le fédéralisme lui-même est la forme achevée de la décentralisation. Le fédéralisme, comme tel que... pas leur donner ce fédéralisme-là. Ce n'est pas une question de donner pour essayer. Il faudrait un consensus national. Il faut que les gens se mettent d'accord. Parce que le fédéralisme a des avantages, il a aussi des inconvénients. Regardez le fédéralisme, par exemple, dans un pays comme les États-Unis. Aux États-Unis, chaque État a ses lois. Chaque État, il y a des États où la peine de mort est systématique, il y a des États où ça n'existe pas. On peut faire un fédéralisme à la camerounaise. Ou à la Nigeria. Allez au Nigeria. Au Nigeria, il y a un fédéralisme avec le gouverneur de l'État qui est élu. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous voulez qu'on invente un fédéralisme, il faudrait que les gens ne le fassent pas à la va-vite. Donc, la décentralisation qui est elle-même un début, une amorce, c'est surtout une forme de fédéralisme. Moi, je pense qu'il faut déjà commencer par là pour pouvoir avancer. Il ne faut pas se dire que fédéralisme pour fédéralisme, bon, allez-y, donner comme vous êtes en train de dire, voici le fédéralisme, essayons. Non, on ne peut pas essayer. Et vous savez, vous savez, Camille, quand vous êtes en panne avec votre véhicule, et qu'il faille le réparer, vous recourez à tout. Hein. Même un mécanicien de bicyclette. Guy Fongan, on sort de ce sujet. En tout cas, c'est une actualité qu'on va continuer de suivre. Pour parler à présent des avocats qui aujourd'hui, un an après cette concertation qu'il y avait eu entre le ministre délégué à la justice, maître Jean de Dieu Momo, la DGSN, le secrétariat d'État à la défense et le barreau du Cameroun, on avait une résolution, un accord avait été pris qu'on devrait faciliter l'accès aux avocats, à leurs clients dans les lieux de détention, prison, unité de gendarmerie et de police. Mais on constate qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des avocats qui se plaignent d'être bafoués lorsqu'ils se présentent pour le cas d'un de leurs clients. Comment comprendre que cela continue ainsi? Il s'agissait de faire respecter les procédures c'est simplement que ça vient conforter une thèse que j'ai souvent défendue. C'est-à-dire que le Cameroun, c'est un paradis dans les textes, mais un enfer dans ses applications. Parce qu'on était tous d'accord qu'on devait, enfin, du moins le gouvernement était d'accord qu'on devait créer les conditions pour faciliter le travail des avocats. Or, le blocage est observé aujourd'hui, parce que quand vous écoutez l'excellent article rédigé par le doyen David Nourou, qui nous relate un certain nombre de faits que nous connaissons, que nous savions déjà, ou bien que les avocats, par exemple, se plaignent de ce qu'ils n'ont même pas accès à leurs clients qui sont en détention et parfois eux-mêmes sont très souvent brutalisés, ce qui n'est pas une vue de l'esprit. Souvenez-vous, parce que les gens ont une amnésie sélective, que la fameuse crise anglophone commence avec une marche des avocats qui avait été brutalisée et ce qui était, j'allais dire, à mon sens, un symbole qu'on venait de briser et de détruire. Parce que dans des pays sérieux, des avocats sont comme des prêtres. C'est des gens à qui on ne les touche pas
facilement. Ils sont vénérés, ils sont respectés, ils sont à la limite adulés. Et donc vous vous souvenez que c'est au début de la crise anglophone, vous savez comment il marche les avocats quand ils demandaient simplement qu'on puisse traduire le code Loa en anglais. Ils avaient été brutalisés à cette époque-là. Et on a semblé banaliser cette situation à cette époque-là. Je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, les décisions qui avaient été prises de commun accord ne soient respectées par personne. Parce que quand ça avait commencé ici, les gens ont banalisé en disant que c'était un acte banal. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que simplement que les gens se mobilisent davantage pour que l'état de droit soit restauré. On a l'impression qu'on a reculé. Tout ce qu'on a eu comme acquis depuis les années 90, on est en train de reculer aujourd'hui de 30 ans quasiment. Et ce n'est pas de nature à permettre à celui qui est censé entrer dans l'histoire, c'est-à-dire le président Paul Biya, qui voulait qu'on retienne de lui, alors qu'il voudrait, parce qu'il est encore là, celui qui a apporté la démocratie et la postérité. Alors l'état de droit recule. Cet état de droit qui recule, à l'allure où vont les choses, il risquerait de ne plus le faire entrer dans l'histoire, s'il n'en est pas déjà sorti. Camille Nélé, peut-être je ne veux pas vous poser la question directement sur le travail des avocats qui est un peu coincé, mais on va faire le lien avec le cas des 2 personnes détenues. On va prendre le cas de Charles Metouk, dont parle le quotidien La Nouvelle Expression. Il avait été interpellé et condamné à 15 ans de prison pour détournement de 180 millions de francs CFA. Les textes du TCS qui disent qu'après remise du corps du délit, restriction du corps du délit, le détenu devait être libéré. Ben jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que ce n'est pas là une preuve patente de ce que les avocats aujourd'hui, les avocats de Charles Metouk doivent être bien au dépourvu? La question est d'importance. La question est d'importance et moi je dis que je me suis toujours... Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, je me suis toujours insurgé contre la mollesse de la justice et parfois même la cécité volontaire de l'État, de la justice du Cameroun face à certaines situations. Et quand aujourd'hui La Nouvelle Expression s'insurge contre justement sur ces principes élémentaires liés à l'exercice de la profession d'avocat, c'est-à-dire avoir d'abord systématiquement le contact avec son client. Vous savez, en Europe et partout ailleurs, quand on vous arrête, on vous convoque dans un commissariat, d'abord même le policier qui vient vous dire, vous allez vous dire que vous avez le droit de garder le silence. Et maintenant, quand vous arrivez, vous dites que je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Tant que votre avocat n'est pas là, si vous ne parlez pas, rien ne bouge. Rien ne bouge. Donc, ça veut dire que la fonction d'avocat est sacrée. Et au Cameroun, tout le monde le sait, aussi bien les autorités judiciaires que policières, mais rien n'est jamais fait complètement. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des avocats qui ont accès à leurs clients, il n'y a pas des avocats qui réussent à tirer leurs clients. Peut-être c'est en fonction d'une certaine puissance et force de frappe de l'avocat. Non. Pourquoi je n'irai pas citer les exemples, mais je dis que en réalité, cette vérité-là est là. C'est-à-dire que les avocats ont toujours des problèmes pour entrer en possession de tous leurs instruments pour pouvoir défendre valablement le client. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, je ne voudrais pas répondre à Guy Fongan qui a dit quelque chose qui, pour moi, constitue une sorte de construction mentale depuis très très longtemps. Dire que la crise anglophone a commencé avec les avocats qui avaient seulement voulu revendiquer un certain nombre de droits, légitimes d'ailleurs, mais qui n'ont pas été écoutés. C'était bien avant cela. En fait, la crise, la sécession, l'idée de la sécession, parce que ce qui a apporté la guerre, c'est la sécession. Et la sécession... Ils ont écouté un peu plus tard. La sécession, l'idée commence depuis 61. L'idée même de la création d'un État commence avec Gorgui Dinka. Donc, c'est bien loin avant que ces avocats ne naissent. Donc, ce ne sont pas les avocats qui, parce que les avocats sont indignés, qui a eu la guerre. Ce n'est pas la goutte d'eau qui avait moi, je pense que c'est une construction mentale. Sachant que la fonction d'avocat est sacrée, vous l'avez dit. Donc, maintenant, pour revenir au cas maintenant qui sont devant les tribunaux, qui vraiment font tousser régulièrement. Par exemple, le cas de Charles Metouk, dont Amadou Vamoulke, et aujourd'hui il y a le cas de Edgar Alem Ebengo qui est en train d'arriver. Charles Metouk, vous le savez très bien, avait été arrêté il y a, je crois, 3 ou 4 ans pour présomption de détournement de 180 millions de francs, en coaction avec un homme d'affaires de la ville de Douala, qui était un fournisseur de la Sonara. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
il se fait que les deux présumés détournants avaient expliqué que non, il s'agissait du règlement d'une sorte de pénalité et qui est comprise dans les accords entre ces deux entités. Néanmoins, on a maintenu Charles Métouk en prison. La procédure a commencé à avancer, mais quelques semaines seulement après l'arrestation de Charles Métouk, la personne, l'homme d'affaires, le fournisseur du pétrole avait dit que non. Il peut saisir, il peut consulter, invoquer l'article 18 du tribunal criminel spécial, à savoir la restitution du code de délit et donc l'arrêt des poursuites. Il a payé. Il a déposé 180 millions de francs. Sauf que dans ce même texte dont vous évoquez, on dit le ministre de la Justice peut. C'est ça le côté vicieux. Et ça le côté sur lequel les magistrats et les juristes devraient donner soit un pouvoir absolu du ministre d'État, ou alors dire que le ministre doit. Mais on ne le fait pas. Et c'est ça qui ouvre toutes les portes. Conséquence. C'est-à-dire, en fonction des humeurs du ministre, vous pouvez être maintenu en détention ou libéré. Vous pouvez même être condamné après avoir remboursé l'argent. Donc ça veut dire qu'il y en a certains qui ont remboursé l'argent, on en a vu. On ne veut pas avec Aman Adama. On ne veut pas situer les contemporains, ils sont pleins. Ils sont nombreux qui ont restitué le code du délit et qui sont retrouvés en liberté. Mais Charles Métouk, l'argent a été restitué. Mais il a été condamné à 15 ans de prison pour détournement de 180 millions de francs. Les 180 millions de francs restitués. Restitués. Bon, on peut toujours dire que... qui en fait n'était pas un détournement, mais le paiement de pénalités. Voilà. Et maintenant, il y a le cas de Abad Vamulke que vous connaissez, qui est détenu depuis 4 ans. 30 renvois. Présomption de détournement. On n'a aucun élément matériel, aucune l'ouverture, le procès n'est même pas encore ouvert. On ne peut pas dire que les responsables de la justice ne savent pas qu'il faut en finir avec ce procès. Bon, maintenant, il y a un autre procès tonitruant qui arrive, celui de Edgar Alain Mebengo, qu'on accuse d'avoir détourné 236 milliards. 236 millions, on se demande comment quelqu'un peut détourner une telle somme, 236 milliards. Et maintenant, il faudrait bien qu'on établisse comment, mais matériellement, il trouvait les éléments. Or, aujourd'hui, il est passé au tribunal depuis hier. Bon, maintenant, ce n'était que la première audience. Mais on va bien voir, il faudrait que les journalistes aillent sur le terrain écouter. Parce que moi, je peux parler en étant très à l'aise de l'affaire Métouk, de l'affaire Vamulke. C'est des affaires que j'ai suivies au tribunal régulièrement. Il faut entendre l'accusation, il faut entendre la défense et savoir que voici donc la réalité des faits, voici ce qui a été dit. Donc aujourd'hui, notre justice fait comme si elle est au-dessus des lois, comme si elle ne fait que ce qu'elle veut. Non, ce n'est pas normal. La justice devrait être égale pour tout le monde et elle devrait fonctionner sur la base de ses propres textes. Mais Camille, est-ce que sur le cas, les cas dont vous citez là, oui, est-ce que quelque part, est-ce que c'est de la seule volonté des magistrats de les maintenir en détention ou alors le pouvoir exécutif joue sur... donne des instructions pour que ce soit maintenu en détention? Belle question qui démontre ce que clament depuis très très longtemps les victimes justement de ces erreurs, de ce qu'on peut appeler des errements ou des égarements de la justice. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sentent, qui subodorent ou même qui connaissent l'implication de l'exécutif sur le judiciaire, alors qu'on nous dit depuis toujours que ces deux pouvoirs sont indépendants. Donc il y a ce problème aujourd'hui au Cameroun. Il faudrait qu'on en arrive aussi aux toilettages des textes qui font que l'exécutif ne puisse plus jamais s'immiscer dans le judiciaire ou vice-versa. Donc notre justice a un problème. Elle a mal à l'application de ces textes. Elle a mal justement au respect de ses propres textes. Guy Hervé Fongan, pour sortir de cette émission, on va évoquer ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football et la LFPC. Juste un mot entre le général Semenge et Sédou Bobo Njoya. Comment comprendre que la décision du TAS ne soit pas appliquée? Simplement parce qu'on est au Cameroun, que le Cameroun c'est le Cameroun. C'est-à-dire que les lois sont devenues des loisirs pour les musiciens camerounais où chacun... Non, c'est vrai, ça paraît trivial, mais chacun fait ce qu'il veut. Souvenez-vous d'une décision de justice qui avait donné raison à Sambende face à Matutu Mouna, la Cour suprême, où elle a refusé d'appliquer et rien n'a été fait. On ne lui a jamais rien fait, donc c'est simplement bis repetita où les lois sont appliquées... les décisions de justice sont appliquées à tête chercheuse. Et donc, ce bras de fer qu'on observe, sauf qu'il y aura des conséquences quand même assez, évidemment, le championnat, assez sérieux sur notre football. Le championnat qui ne démarre toujours pas. Voilà, merci Guy Hervé Fongan. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci à Camille Nélé d'avoir pris part à cette édition de la Revue des Grandes Unes. Mesdames, Messieurs, restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 de Zénith qui démarre dans quelques instants.